Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de partir de cette photo prise le 16 octobre 2016 dans le petit village de Montségur. On y voit une communauté vêtue de tenues traditionnelles occitanes au cours d'une cérémonie organisée par l'évêque de Pamiers au nom de l'église d'Ariège. Cette cérémonie avait pour but, près de 8 siècles après les faits, de demander pardon pour le massacre de Cathare survenu en mars 1244. Ainsi, l'on constate avec cette initiative contemporaine que les conséquences de l'opposition entre cathares et catholiques au début du XIIIe siècle restent enracinées dans la mémoire collective régionale. N'ayant pas la prétention de pouvoir revenir en détail sur ce qu'est le catharisme, ni même de vous présenter dans son entièreté le conflit entre cathares et catholiques, j'ai choisi aujourd'hui de m'attarder avec vous sur le rôle d'une figure peu connue du grand public, Simon IV de Montfort. En effet, ce jeune seigneur eut un rôle majeur dans l'opposition entre cathares et catholiques entre 1209 et 1218, puisqu'il fut nommé chef de l'armée croisée. En outre, cette opposition caractérise les débuts de ce que l'on appelle désormais la croisade contre les albigeois. Nous allons donc tenter aujourd'hui d'apporter des éléments de réponse pour comprendre la formation de l'héritage de Simon IV de Montfort. Après avoir présenté quelques événements clés antérieurs à la nomination de Simon de Montfort à la tête de l'armée croisée, nous reviendrons sur les grandes étapes de la croisade et leurs conséquences, avant de terminer en abordant la complexité géopolitique dans le Languedoc au début du XIIIe siècle, afin de mieux comprendre la réussite militaire de Simon IV de Montfort. Au début du XIIIe siècle, la France comme nous la concevons aujourd'hui est divisée. En bleu sur la carte, les territoires sous domination du roi de France, et en rouge, ceux sous domination du roi d'Angleterre. Au sud, le Languedoc est officiellement sous domination française, mais du fait d'une lutte endémique entre le roi de France, Philippe Auguste, et Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, celui-ci apparaît marginalisé et s'émancipe peu à peu. À une échelle plus large, nous pouvons évoquer l'existence de deux événements majeurs de l'époque médiévale. Dans la péninsule ibérique tout d'abord, il nous faut mentionner le mouvement dit de reconquête des chrétiens face aux musulmans. En outre, et cela nous permettra de clôturer cette courte présentation, ce mouvement de reconquête en péninsule ibérique fut précurseur de multiples croisades qui ont eu lieu en Terre Sainte au XIIe siècle et qui se poursuivent encore au moment où émerge notre personnage. Né entre 1160 et 1165, Simon de Montfort est le fils de Simon III, seigneur de Montfort-l'Amaury et comte d'Évreux. De cette famille seigneuriale d'Île-de-France, nous connaissons peu de choses. Néanmoins, une caractéristique mérite d'être évoquée, puisqu'elle permet de mieux cerner ce jeune seigneur. Effectivement, nous pouvons avancer, grâce aux donations des ancêtres de Simon IV en faveur des ordres religieux présents sur la seigneurie familiale, que celui-ci fut élevé dans un environnement très religieux. En atteste l'éducation qu'il reçut par l'abbé Guy de Vaux de Cernay, son précepteur et ami. Par ailleurs, les multiples donations pieuses signées de la main de Simon IV à partir de 1181 montrent bien que ce dernier avait construit un lien important avec la religion chrétienne. On retiendra ici le nom de plusieurs églises faites à la cathédrale d'Évreux en 1195. Ainsi, la piété de Simon IV est un premier élément pour comprendre la trajectoire future de ce personnage. Intéressons-nous désormais au choix politique de ce dernier lorsqu'il devient seigneur. En outre, il apparaît clairement que Simon IV rompt très rapidement avec la politique de ses ancêtres. En effet, comme on peut le voir ici, la seigneurie des Montfort est à la limite entre les possessions françaises et anglaises. Cette situation géographique a souvent poussé les ancêtres de Simon IV à soutenir par intermittence le roi de France ou le roi d'Angleterre en fonction des bénéfices qu'ils en tiraient. Toutefois, Simon IV décide de prendre formellement le parti du roi de France, Philippe Auguste. À cet égard, son mariage avec Alix de Montmorency, sœur du futur connétable du roi de France, met en évidence cette nouvelle stratégie politique. À la faveur de celle-ci, Simon IV se rapproche progressivement des grands féodaux du royaume de France et parvient à se faire inviter à des rassemblements. C'est notamment le cas en 1198, lorsque Simon est convié à un grand tournoi à Écris-sur-Seine. Durant celui-ci, le prêche d'un curé envoyé par le pape Innocent III est une telle réussite
que beaucoup de seigneurs français, dont Simon IV, décident de se croiser et d'aller combattre les musulmans en Orient. En définitive, l'on peut avancer que sans sa piété, ainsi que cette nouvelle stratégie politique qui consista à se rapprocher du roi de France, Simon IV n'aurait peut-être pas participé à la 4e croisade. Conséquemment à sa promesse d'écrit sur scène, Simon IV rejoint donc l'armée croisée à Venise la même année. Cependant, celui-ci, suite à plusieurs désaccords avec les chefs de la croisade, décide de quitter les croisés et se rend par ses propres moyens en Terre Sainte. En effet, son opposition au siège de la cité chrétienne de Zara en 1202 et son soutien à la candidature de Eudes III de Bourgogne pour la direction de la croisade ont achevé de diviser Simon IV et les dirigeants de celle-ci. Outre le départ de Simon IV, c'est surtout la nouvelle amitié entre ce dernier et Eudes III de Bourgogne qu'il convient ici de souligner. Assurément, celle-ci joua un rôle important, puisque c'est sur l'invitation de ce vassal du roi de France que Simon décida de participer à la croisade contre les Cathares en 1209. Pour conclure cette première partie, nous pouvons avancer que sans les 3 facteurs évoqués précédemment, soit la piété du personnage, la nouvelle stratégie politique qu'il mit en place et sa participation à la 4e croisade, Simon IV de Montfort n'aurait sans doute jamais eu l'occasion de participer à la croisade contre les Cathares. Tout du moins, pas au poste qu'il occupa pendant celle-ci, puisque c'est bien son passé qui joua en sa faveur lors de son élection comme chef militaire de l'armée croisée. Partant de ce constat, intéressons-nous maintenant à la construction de l'héritage de Simon IV à travers cette croisade. Débutée en 1209, la croisade contre les Cathares est caractérisée par plusieurs phases. D'abord marquée par la lutte contre l'hérésie, l'objectif des croisés dévie progressivement à mesure que l'autorité de Simon IV s'accroît. C'est consécutivement à la prise de Carcassonne, fief de la maison des Trencavel, vassaux du comte de Toulouse, que Simon IV est choisi comme chef de la croisade. Suite à cela, il entame une campagne de lutte contre l'hérésie cathare. Celle-ci l'amène, comme vous pouvez le voir, à pacifier la totalité des territoires des Trencavel. Cette pacification est marquée par les bûchers les plus importants de la croisade, notamment ceux de Thermes, Minerve, ou encore Lavore, où plus de 300 cathares sont brûlés. Ce dernier marque une rupture, et désormais Simon IV de Montfort décide d'accroître sa domination en menant une conquête territoriale pour isoler le comte de Toulouse Raymond VI, dont il convoite le titre. Débute donc en 1211 une nouvelle tactique qui pousse Simon IV à prendre l'Agenais et le Lauragais. Cette expansion, bien que condamnée par le pape, mène Simon jusque dans les territoires pyrénéens des vassaux de Pierre II, roi d'Aragon. Celui-ci décide alors d'intervenir en faveur du comte de Toulouse, qu'il espère par la suite voir basculer sous sa tutelle. Mais sa défaite et sa mort à la bataille de Muret permettent à Simon d'asseoir sa domination sur le Midi. Cette domination se concrétise en 1215 au concile du Latran IV, où Simon est reconnu comme comte de Toulouse et vicomte de Béziers et de Carcassonne. Puis, en 1216, lorsque le roi de France le reconnaît comme vassal. Toutefois, l'opposition au nouveau comte reste présente, notamment par l'intermédiaire de l'ancien comte de Toulouse Raymond VI et de son fils, à qui le pape a promis une compensation pour la perte de son héritage. Dès lors, ses opposants réussissent, jusqu'en 1218, à préserver un antagonisme régional vis-à-vis de Simon IV. En témoignent les soulèvements réguliers de la ville de Toulouse. C'est d'ailleurs pour réprimer un de ces soulèvements que Simon IV fait le siège de la cité en 1218, mais perd finalement la vie au cours d'un ultime assaut. Ainsi, par ce court récit des événements, nous pouvons constater l'ascension fulgurante de Simon IV de Montfort. En effet, en moins de 10 ans, il réussit à s'imposer comme autorité principale dans le Midi. Soulignons par ailleurs l'intervention assez paradoxale de Pierre II d'Aragon, dit Pierre le Catholique, face à une croisade exhortée par le pape. Mais au-delà de ce paradoxe, c'est surtout la mort de ce dernier qui fait office de bouleversement, puisque l'influence aragonaise dans le Languedoc est désormais réduite. Voilà qui nous amène à évoquer la situation géopolitique dans le Midi, afin de mieux appréhender la réussite militaire de Simon IV de Montfort. Le Languedoc, comme nous l'avons vu en introduction,
apparaît marginalisé dans le conflit entre le roi de France et le roi d'Angleterre. C'est en effet dans un contexte d'imbroglio géopolitique que Simon IV arrive à la tête de l'armée croisée. Partant de cette affirmation, tentons de comprendre cette situation. Ainsi, l'on retrouve deux sphères d'influence principales. La sphère capétienne, à savoir le roi de France, et la sphère aragonaise, entendez le roi d'Aragon. Le comte de Toulouse et le vicomte Trencavel sont tous deux vassaux du roi de France. Mais voilà que cela se complique, puisque la famille de Trencavel est également vassale du roi d'Aragon pour la vicomté de Carcassonne. En opposition, on retrouve les vassaux pyrénéens du roi Pierre II, soit les comtes de Foix, de Comminges et de Narbonne. Voici donc la situation pour ce qui est des serments de vassalité. Mais la complexité ne s'arrête pas à cela, puisque la politique menée par les vassaux eux-mêmes, du fait de leur indépendance accrue, complexifie également cette situation. On constate par exemple un rapprochement entre le comte de Toulouse et le roi d'Aragon, à la faveur d'un mariage et d'un traité d'alliance signé en 1200. Par cette courte présentation, on peut dégager plusieurs éléments pour mieux comprendre la réussite de Simon IV de Montfort. Tout d'abord, l'absence d'une seule autorité sur le territoire a accru l'autonomie régionale. Dès lors, cette autonomie a conduit les seigneurs à mener des politiques indépendantes au gré de leurs objectifs. Enfin, ces objectifs divergents empêchent une cohésion régionale et donc une réponse efficace face à la menace que fait peser l'armée croisée. En somme, l'imbroglio géopolitique du Midi est un élément essentiel pour comprendre la réussite de Simon de Montfort. Par ailleurs, celui-ci comprend rapidement que le problème géopolitique est un facteur de déstabilisation et il entreprend de remplacer certains seigneurs du Midi par ses propres compagnons. Néanmoins, le débat historiographique sur la question d'une colonisation du nord sur le sud n'a pas sa place, car comme le souligne M. Biget, éminent spécialiste de la question cathare, la plupart des seigneurs du nord sont retournés dans leur région d'origine à la mort de Simon IV de Montfort. En conclusion, la construction de l'héritage de Simon IV de Montfort est indissociablement liée à sa nomination comme chef militaire lors de la croisade contre les Cathares. En outre, sa grande piété et son amitié avec Eudes de Bourgogne ont vraisemblablement joué dans cette nomination. Par ailleurs, l'incapacité du pape à contrôler Simon IV, ainsi que le manque de cohésion des seigneurs du Midi, ont accéléré la construction de cet héritage complexe et important. Complexe, car celui-ci s'est construit au cours d'une croisade qui avait pour but de rétablir un dogme religieux. Important, puisque ce jeune seigneur des Yvelines lègue à son fils les titres de comte de Toulouse et vicomte de Béziers et de Carcassonne.